Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur la Pause Café. Aujourd'hui, on parle des erreurs les plus fréquentes quand on fait de la création de contenu. Et ça tombe bien parce que je suis avec Clémentine Lavotte, coach en création de contenu authentique. Coucou Clémentine. Salut Camille. Ça va ? Très bien, merci. Avec grand plaisir. Du coup, première question, donc je le disais, pour moi la plus simple à te poser, pour toi peut-être un petit peu moins. Si tu peux nous présenter, surtout création de contenu authentique, c'est un peu spécial comme nom de métier, donc vas-y, présente-toi, qu'est-ce que tu fais ? Ça marche. Hello à tous et à toutes, je m'appelle Clémentine Lavotte, je suis donc, comme l'a dit Camille, coach en création de contenu authentique. On va revenir sur ce que c'est la création de contenu authentique un petit peu après. Quand on se présente, on commence souvent par présenter ce qu'on fait, et moi j'aime bien sortir un peu de ça parce qu'on n'est pas que notre métier, même si ça représente une grosse partie de notre journée et de notre vie. Donc moi je suis Clémentine, j'ai 30 ans déjà. Je suis née à Nantes, aujourd'hui j'habite à côté de Cognac, en Charente tout simplement, je vais dire Charente-Maritime, mais non, en Charente. Je viens de m'installer là-bas parce qu'on a un projet de vie avec mon chéri, d'avoir une maison la plus autonome possible, et puis peut-être, j'espère, d'avoir une mini-ferme. Bref, ça c'est le projet sur le très long terme. Et je suis quelqu'un de très très solaire, très dynamique, et en même temps très impatiente. Ça c'est mon gros défaut. J'ai envie, quand j'ai une idée, j'ai envie qu'elle arrive tout de suite, et que ça soit là tout de suite. Je ne sais pas rester tranquille. Ça peut être un peu pénible. Et j'adore la musique. Je suis une grande fan de concerts. Si je pouvais vivre dans une salle de concert, je le ferais. Si je pouvais passer mes soirées à écouter mes groupes préférés, je le ferais aussi. Bon, c'est pas possible tout le temps, mais Ouais. voilà. Vous avez un petit peu plus mon background, du coup, de la personne que je suis en dehors de mon travail. Et donc, je suis effectivement freelance, coach depuis... j'allais dire depuis 6 ans, non, parce qu'il s'est passé plein de choses depuis le jour où j'ai lancé mon activité en 2016, mais donc je suis passée par plusieurs étapes, freelance, tout ça, pour en arriver à coach en création de contenu authentique. Donc la création de contenu, c'est faire du contenu sur Internet, donc pas que sur les réseaux sociaux. Voilà, petit disclaimer, comme ça on se met d'accord tout de suite. Faire du contenu, quand on parle de contenu, tout de suite on imagine Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. parce que c'est facile, je mets des guillemets. C'est la norme en fait, surtout je pense. Enfin, c'est le premier truc qu'on pense. C'est le premier truc qu'on pense, mais la création de contenu, ça va bien au-delà des réseaux sociaux. Créer du contenu, là on enregistre un podcast, c'est du contenu. Écrire un article de blog, c'est du contenu. Faire des vidéos YouTube, c'est du contenu. Faire des freebies, des fichiers à télécharger, etc., c'est du contenu. Des newsletters, c'est du contenu. Bref, il y a plein de manières de faire du contenu sur Internet. Et donc, moi, mon objectif avec les personnes que j'accompagne, c'est de trouver la meilleure manière de faire du contenu pour elles, pour qu'elles se sentent bien avec leur contenu, pour qu'elles arrivent à atteindre leurs objectifs, et donc trouver un contenu qui leur ressemble. D'où la partie authentique, puisque pour moi, la communication doit être transparente et sincère. C'est ma vision de la communication. Pour moi, la communication, c'est vraiment créer un lien fort avec une autre personne, en fait, revenir à la base de la définition de la communication. On peut regarder dans n'importe quel dictionnaire, la communication, c'est bien avoir une discussion avec une personne, échanger. Et pour moi, la communication sur Internet, créer du contenu sur Internet, c'est ça l'objectif numéro 1, c'est de créer du lien, engager la conversation pour, in fine, vendre, trouver des clients, etc. Mais la première étape, c'est d'engager la conversation, créer du lien. L'engagement, être à 2. Et donc voilà pourquoi authentique, parce que ça nécessite d'être soi-même, ça nécessite d'être transparente, ça nécessite d'être sincère et de pas mitonner, de pas essayer de vendre du rêve pour vendre du rêve et pour après trouver plus de clients. Moi, c'est pas ma vision de la com, et c'est pas comme ça que je veux que la com se fasse. Quand on parle de communication, on a souvent cette idée-là de
manipulation derrière parce que la pub, parce que tout ça. Et j'ai envie de montrer que, en fait, on peut communiquer, on peut trouver des clients, on peut vendre tout en étant soi-même, tout en montrant ses côtés vulnérables, montrer sa vulnérabilité, montrer ses doutes, montrer ses peurs. Et que ça fait pas de nous des moins bons professionnels. Au contraire, ça permet de créer vraiment un lien fort avec son audience et avec les gens qui ont envie de travailler avec nous après. Donc voilà pour résumer un petit peu la création de contenu authentique. Je vais te poser une question qui est en rapport avec un Reels que tu as fait, parce que j'aime beaucoup ta création de contenu pour le coup. Donc, je fais souvent, moi, partie de l'audience froide. Je consomme beaucoup de contenu. C'est très rare quand je commente, parce que quand je commente, j'ai tellement de choses à dire qu'en fait, il faudrait que j'envoie 3 tonnes de vocales à la personne. Donc, en général, je le fais pas. Mais tu as fait un Reels sur l'authenticité. Et ma question c'est, est-ce que pour être authentique, il faut partager sa vie personnelle à outrance? Est-ce que dans notre création de contenu professionnel, on peut partager sa vie privée, ou est-ce que tu le recommandes pas? Alors, effectivement, pour reprendre un peu ce Reels que j'ai fait, si vous voulez le voir, il est sur mon compte Instagram, Clémentine Lavotte. Voilà, c'est pas très compliqué, vous devriez m'en trouver. Pour moi, l'authenticité, ça veut pas dire tout partager. Pour la simple et bonne raison que, alors moi, je m'adresse à ma cible, c'est des entrepreneurs. Donc, quand on communique, on a quand même, en général, l'objectif de trouver des clients et vendre nos prestations de services ou nos produits quand on communique, quand on fait du contenu. Donc, pour moi, on n'a pas besoin de raconter toute sa vie privée pour être authentique. Et pour moi, l'authenticité, c'est pas dévoiler toute sa vie privée. Parce qu'on n'est pas des influenceurs, parce qu'on ne vend pas notre vie privée. On vend nos prestations, notre expertise, notre savoir-faire, nos produits si on vend des produits. Donc, on n'a pas besoin de partager toute sa vie. Et en fait, c'est aussi à nous de mettre la barrière, la limite de ce qu'on veut partager, de ce qu'on veut pas partager. Moi, personnellement, les gens qui suivent mon contenu et qui me rencontrent dans la vie vont avoir à 99,9% du temps la même réaction de me dire bah Clémentine, t'es pareil dans la vie que dans tes contenus, j'ai l'impression de te connaître, etc. Parce que je suis moi, parce que je montre voilà qui je suis. En fait, je mets pas un masque, je fais pas semblant, j'ai pas une double personnalité, etc. Par contre, ma vie privée est privée. De temps en temps, voilà, peut-être je vais montrer des photos de mes chats, je vais montrer vite fait ou un petit peu ce que je fais, mais voilà, quand la dernière fois je me suis allée me faire tatouer, bon bah voilà, je vais un petit peu teaser dessus, ou quand je vais à des concerts, des fois j'en parle, mais c'est toujours très très ponctuel et c'est moi qui décide où je mets la limite, mais je vais pas raconter toute ma vie privée parce qu'en plus, bah, c'est quoi l'intérêt pour mon audience en fait? Mon audience, elle en a rien à faire de savoir que ah bah tiens, ce matin je me suis levée, je me suis coiffé les cheveux, j'ai avalé mes cachets parce que des problèmes de cheveux, je suis allée faire mes courses, on s'en fiche en fait, enfin, ça n'apporte rien, c'est et puis enfin donc après chacun son, encore une fois, mon but c'est de pas faire d'injonction, donc à vous de trouver la limite entre ce que vous avez envie de partager et ce que vous voulez pas partager. Vous n'êtes pas obligé de montrer toute votre vie privée. L'authenticité, ce n'est pas montrer sa vie privée, ce n'est pas montrer toutes les facettes de soi, c'est choisir ce qu'on veut montrer, c'est aussi parler de choses qu'on est apte à aborder. Je prends mon exemple, j'ai des valeurs féministes très fortes, c'est pour ça que j'accompagne des femmes et c'est pour ça que ma vision de mon activité, c'est de permettre aux femmes de trouver des clients plus facilement, de vendre, de développer leur activité pour prendre leur place. Mais c'est pas un sujet que je vais forcément aborder dans mon contenu parce que j'ai pas les épaules pour répondre à des commentaires un peu haineux d'hommes blancs cisgenres qui aiment pas qu'on leur mette devant le nez des trucs qui font mal, entre guillemets. Genre les commentaires relous que t'as en live des fois, en mode oh vous êtes très jolie, ça m'arrive tellement souvent. Alors moi pas trop sur Twitch, parce que Twitch, avant que Twitch te mette en avant quand tu as un spectateur, bonjour. YouTube pas trop, mais quand je fais des lives, pour le peu de lives que j'ai fait sur Instagram, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en fais plus tant qu'ils ont pas mis un outil comme OBS pour faire des lives sur Instagram, parce que je suis plus à l'aise qu'avec mon téléphone, je suis là en mode genre et que on reçoit ah vous êtes très jolie, tu es très belle madame, et je suis là en mode genre merci. C'est tu vois, c'est très pénible effectivement. Moi j'avoue j'ai pas de pression, ces personnes là je les bloque et elles dégagent en fait, c'est mon contenu pro donc elles ont rien à faire là, je suis pas
Tinder. Donc voilà, encore une fois, mettez les barrières, mettez vos limites. Vous avez le droit de bloquer des gens. Hein, c'est votre espace sur Internet. Et c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on doit accepter tout et n'importe quoi des gens. On se permettrait pas ça dans la vie privée. Oui. Enfin, dans la vraie vie, je veux dire. Donc, pourquoi on fait ça sur Internet ? Bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, moi, c'est vrai que je me vois pas forcément aborder ces sujets-là, en tout cas en grand public, entre guillemets, genre sur les réseaux sociaux. Si je dois aborder ces sujets, ce sera plus dans mon cocon, sur ma newsletter, où je sais que les gens, ils sont là avec bienveillance, etc. Donc voilà, je mets la limite là où j'ai envie de la mettre. C'est-à-dire que oui, j'ai des valeurs féministes, oui, c'est un grand combat dans ma vie, mais non, je vais pas forcément en parler dans mon contenu parce que moi-même, je sais que j'ai pas les épaules pour assumer derrière les commentaires. Ça va me mettre en rage, je vais faire de la tachycardie. Bref, c'est pas l'objectif non plus. Le but, pas faire du contenu, de se mettre mal pour faire du contenu. Bah oui, après, il faut pouvoir aimer son contenu. Mais alors, je sais pas si tu le fais parce qu'en fait, on n'a jamais travaillé ensemble d'un point de vue client, pas encore. J'aimerais, mais financièrement, pour le moment, voilà, on verra en 2023. Mais chose que je fais, puisque moi je travaille qu'avec des femmes aussi, j'ai travaillé avec quelques hommes et à chaque fois, c'est pas que ça s'est mal passé, mais il y a toujours ce truc j'ai l'impression, surtout que c'est des hommes assez âgés, plus âgés que moi, et j'ai toujours l'impression qu'ils parlent comme si j'étais leur fille, tu vois, alors que je suis censée être chef de projet. Voilà. Et personnellement, ces conditions générales de vente, mes contrats, ils sont tous rédigés au féminin. Même si c'est un homme, je les envoie tous au féminin. Parce que quand on a un contrat en général, c'est écrit au masculin. Et c'est à nous de faire, de changer. Et ça, c'est ce que je fais. Ouais, je fais tout au féminin pour les contrats et les CGV. Et on m'a déjà fait des remarques en disant oui, c'est pas pratique. Nous, on fait ça depuis plein de fois, tu vois. Donc, ouais. Je comprends cette idée comme tu disais, de garder pour toi et ton petit cocon, en fait, ton côté féministe, du coup, qui est important, en fait, pour toi. Après, comme toi, j'écris au féminin. C'est-à-dire que toute ma com est au féminin. Et moi, enfin, j'ai déjà eu quelques remarques, mais c'est vraiment très, très rare, d'hommes qui me disent je suis pas prêt. Du coup, tu t'adresses pas à moi, en fait, donc je vais pas, en fait, je suis pas ta cible pour travailler avec toi, etc. Si tu le prends comme ça, c'est ok, t'es pas ma cible, c'est pas grave. Mais parce que en fait, c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà travaillé avec des hommes. Dans mon coaching de groupe, j'ai un homme et ça va, il le vit très bien que je parle au féminin et ça le dérange pas. C'est le seul homme et il le prend très bien. Il m'a même dit, non, mais moi, je sais, dans Morphose, je suis le seul mâle, je suis en minorité, on parle au féminin, ça me dérange pas. Et voilà, enfin, si les gens ils l'acceptent, tant mieux. S'ils se sentent pas concernés et s'ils se sentent exclus parce que je parle au féminin, c'est leur problème pour le coup. Et puis c'est très bien parce que votre contenu, il est aussi là pour ça. Il est aussi là pour éliminer les personnes avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Ça fait un premier tri, en fait. Ça fait un premier tri, exactement. Ouais. C'est l'objectif du contenu, tout à fait. Du coup, en fait, c'est un peu, ça va un peu délimiter comme ça les trois autres points, parce que comme aujourd'hui le thème c'est les erreurs les plus fréquentes, du coup les trois grands points, ça va être du coup erreur numéro 1, erreur numéro 2 et 3 et 4 si tu veux, mais déjà 3 erreurs. Donc quelle est pour toi la première ? Alors je sais pas si on part de la plus petite dans les plus fréquentes ou la plus grande, peut-être la plus petite ensuite la plus grande. Je sais pas s'il y a une plus grande ou une plus petite. Pour moi, elles sont toutes les trois très importantes et je les vois beaucoup trop. Donc, pour moi, elles sont toutes les trois sur le même pied d'égalité et c'est des erreurs qu'il ne faut plus faire. Donc, on va juste commencer. Du coup, je vais commencer par celle que j'avais notée en deuxième, mais qui, du coup, reprend un peu ce qu'on s'est dit sur l'authenticité juste avant. Donc, on va commencer par celle-là plutôt. Il y a une erreur que je vois très, très souvent dans la création de contenu et qui, alors, là, petit disclaimer avant que je rentre dans les erreurs. Là, je parle avec la vision de vous faites du contenu avec l'objectif de trouver des clients, d'attirer des clients à vous et de vendre vos prestations de services, vos offres, vos formations, etc. ou vos produits. Si bien sûr, vous trouvez des clients d'une autre manière et que votre création de contenu, elle vous sert, un peu en dilettante, vous faites ça un peu sans forcément d'objectif de trouver des clients, si vous faites ces erreurs, c'est pas la fin du monde. Ok, ouais, là, c'est vraiment dans la création de contenu pour vendre. C'est ça. Okay. Là, les erreurs, c'est vraiment si vous faites ça, si vous faites ces erreurs-là et que votre objectif avec votre contenu, qu'importe le canal de communication, encore une fois, vous le faites dans l'optique de trouver des clients, de développer votre activité. Ok, on se met d'accord là-dessus. Chacun ses objectifs, mais vous avez vraiment le droit d'utiliser le contenu pas pour vendre et trouver vos clients autrement. Il y a plein de manières de trouver des clients, mais voilà, si vous faites du contenu dans l'optique de vendre,
Ces 3 erreurs-là, va falloir arrêter de les faire. J'aime pas les injonctions, mais au bout d'un moment, si vous voulez des résultats, il faut. Elle va venir chez vous avec une batte de baseball, elle va faire comme ça, genre clac. Du coup, donc la première erreur qui est un peu liée avec l'authenticité dont on parlait tout à l'heure et le fait de ne pas être forcément à raconter toute sa vie, c'est le problème de faire du contenu auto-centré. C'est-à-dire du contenu, entre guillemets, sur soi, qui parle de soi. Ça, c'est pas possible, en fait. Parce que votre contenu, alors, c'est le truc un peu ambigu avec le contenu. Votre contenu, il va parler de vous. Il doit montrer qui vous êtes, il doit faire ressentir qui vous êtes. Il va forcément venir répondre à vos objectifs professionnels, mais votre contenu, vous le faites pas pour vous. Votre contenu, vous le faites pour votre client idéal, pour la personne avec qui vous avez envie de travailler. Donc, c'est à lui que doit parler votre contenu. C'est pour lui que vous le faites. Il faut que votre contenu, il résonne avec ses problématiques, ses questions, ses peurs, ses croyances, etc., etc. Donc, arrêtez de faire du contenu auto-centré où vous dites je. Ou nous. Parce qu'il y a certaines personnes, elles sont toutes seules et on a l'impression qu'elles sont 40 000 derrière. Complètement. Non, c'est vous, c'est ton client. Votre client, il est auto-centré aussi. C'est humain, c'est normal d'être auto-centré. On est toujours très focus sur nous et sur ce qu'on veut et sur nos besoins et machin. Mais quand vous faites du contenu, encore une fois, vous ne faites pas du contenu pour vous. Alors oui, ça vient servir vos objectifs, oui, ça vient montrer qui vous êtes, mais c'est pas pour vous que vous le faites. Vous le faites pour répondre aux interrogations, aux peurs, aux besoins de votre client idéal, pour lui donner envie de passer à l'action avec vous et donc d'acheter chez vous vos services, vos offres, vos produits. Donc vraiment arrêtez ce truc-là de faire du contenu où vous parlez que de vous, où vous faites du contenu qui ne parle que pour vous. Beaucoup de gens font ça et après ils me disent j'ai pas de personnes qui s'engagent, bah oui, parce qu'en fait les gens ils ne trouvent pas d'intérêt dans ce que tu racontes. Désolée, je vais être très crue parce qu'on en parle. C'est qui m'énerve un peu. Mais ouais, arrêtez en fait de faire du contenu qui ne parle qu'à vous, qui ne parle que de vous. Si vous voulez que les gens ils réagissent, qu'ils aient confiance en vous, qu'ils créent un lien avec vous, bah en fait, faut leur parler à eux et donc parler à votre client idéal. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est parce que c'est lié avec ce qu'on s'est dit avant sur l'authenticité. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie, que vous pouvez être authentique en parlant pour votre client idéal. Donc, faites du contenu pour votre client idéal et pas pour vous, même s'il vient servir vos objectifs. Je sais, c'est très ambigu et des fois, c'est un peu difficile à prendre ce switch de cerveau, de se dire, OK, mon contenu, il vient parler de moi, il vient montrer mon expertise, il vient montrer mon savoir-faire, il vient partager mes connaissances, mais il faut pas que je parle trop de moi, quoi. Il faut pas que je parle de moi. On s'en fiche, en fait, de ce que vous faites dans la vie tous les jours. Enfin, je dis avec voilà, vous pouvez en parler, je dis pas le contraire, mais voilà, savoir ce que vous avez pris au petit-déj. Sauf si on est vraiment dans le truc, quoi. Genre, on vend des box, je sais pas, pour la vie quotidienne. On peut potentiellement les vendre en partageant la nôtre. Non, bien sûr, mais c'est un objectif pro. Ça, oui, voilà. Encore une fois, ça dépend de ce que tu vends. Mais toi, par exemple, qui vends des prestats de gestion de projet, etc., ou moi qui fais de la création de contenu, bah écoute, savoir ce que je mange au petit-déj, tu vois, ça n'a aucun sens et ça n'intéresse personne. Effectivement, si je suis nutritionniste, ça a un intérêt. Mais encore une fois, c'est en fonction de ce qu'on fait. En fonction de ce que tu fais, de ce que tu as à vendre, et tu vas choisir ce que tu vas raconter. Tout est une question de ça, en fait, et tu peux être authentique en choisissant ce que tu vas raconter. Tout ça, c'est une question de stratégie, mais les 3 erreurs sont souvent très liées, sont tout le temps liées au fait que, en fait, vous n'avez pas de stratégie de contenu. Et malheureusement, sans stratégie de contenu, pas de résultat. Il n'y a pas de secret là-dessus. Donc ça, c'est la première grosse erreur. Voilà. Je ne sais pas si Camille, tu avais des questions sur ce sujet d'être auto-centré ou si tu veux que je parle. Je vais rebondir. Mes épisodes, c'est beaucoup de rebonds comme ça. Hein. C'est pas que des questions. Je te préviens. Donc ouais, je rebondis parce que en fait, alors c'est plus une question pour les auditeurs et les auditrices qui vont du coup nous écouter après. Mais est-ce que du coup ça veut dire que, je sais pas, moi je veux partager un contenu que moi je veux partager parce que j'aime ça, mais ce contenu je sais qu'il plaira pas à ma cible. Est-ce que je dois me forcer, je veux dire, à tout le temps faire du contenu pour ma cible, même si moi ça me, enfin c'est pas forcément,
Tu vois, je sais pas, attends, je réfléchis à un truc, mais faudra un exemple, tu vois. Moi, j'en ai un exemple avec mon contenu. Il y a un truc qui me tient très à cœur, c'est le fait de lutter contre le greenwashing. Ça va aussi avec ma vision de la communication, d'avoir une communication qui est transparente, où on dit les choses et on ne mitonne pas. Donc pour moi, voilà, lutter contre le greenwashing et les entreprises qui communiquent en mode « Ah, on est trop green !» alors que non. ça me rend, voilà, ça m'énerve. Je l'avais un moment intégré dans ma communication. Et bon, bah voilà, j'avais des bons retours. Mais en fait, bah, comme tu dis, ma cible, mes clients, c'est pas un sujet qui les intéresse vraiment, ou en tout cas c'est pas ça qui va leur donner envie de passer à l'action, c'est pas ça qui va les aider dans leur création de contenu à eux, tu vois. Donc moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et oui, de temps en temps, pourquoi pas, je peux en parler, mais je vais pas en faire un gros morceau de ma stratégie de contenu. D'accord. Pour répondre à ta question, ton contenu, encore une fois, s'il est là avec l'objectif de vendre et de trouver des clients, bah, tu peux pas parler de sujets, en tout cas, que t'aimes bien. Et si tu sais qu'il y a des choses qui ne parlent pas à ton audience, bah, pourquoi est-ce que tu vas, entre guillemets, perdre du temps et de l'énergie à faire ce contenu-là si tu sais que ça va pas résonner et que t'auras pas de retour? Tu vois, genre, encore une fois, si l'objectif, c'est de trouver des clients, si l'objectif, c'est faire du lifestyle, fais du lifestyle, tu vois, et fais ce que tu veux. Et si tu fais du contenu pro pour trouver des clients, bah, ton contenu, il parle à ton client. Donc, si ça l'intéresse pas, bah, de temps en temps, pourquoi pas, mais alors, vraiment, genre, une fois tous les 6 mois, quoi. Ouais. Que quand vraiment il y a quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. En fait, trouver le juste milieu entre ce qui est hyper important pour toi et ce qui est important pour ton client idéal. Tu vois, moi, cette histoire de greenwashing, c'est important pour moi, mais mon client idéal, c'est pas forcément nécessairement quelque chose qui est important, enfin, tu vois, parce que je m'adresse pas à des grosses entreprises, etc. Je m'adresse à des solopreneurs. Mais bah, du coup, je vais l'aborder, entre guillemets, différemment en parlant de ma vision de la communication sur l'authenticité et le fait que c'est important d'être transparent, etc. Parce que c'est en plantant ces petites graines-là que, à terme, si mes clients, qui sont pour l'instant tout seuls, solopreneurs grandissent et deviennent des grosses boîtes, bah, ils auront les bases de OK, on dit les choses comme elles sont et on n'essaye pas de vendre du green alors que c'est pas vrai. Donc voilà, c'est en fait trouver la manière de dire ce que tu as envie de dire et ce qui est important pour toi et ce qui fait sens, parce que bien évidemment, je vous dis pas de faire du contenu que vous aimez pas et faire du contenu que en mode Oui. pour mon client idéal, il faut trouver le juste milieu, encore une fois. Question de stratégie, Oui. vraiment trouver le juste milieu entre ce qui est hyper important pour vous, ce que vous voulez défendre, ce qui est non négociable pour vous et ce qui est important pour votre client idéal. Et c'est là, dans ce juste milieu, dans les points communs entre ce qui est important pour vous et ce qui est important pour votre client idéal, que vous allez faire du contenu. Ok, ouais, c'est le rond d'un côté, le rond de l'autre, et c'est au milieu, ouais. Voilà, tout ce qui est important pour votre client idéal mais qui ne vous convient pas, vous faites pas de contenu dessus. Tout ce qui est important pour vous mais que votre client idéal n'a pas besoin, vous faites pas de contenu dessus. Entre guillemets, et très schématisé. Oui, oui, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est pas tout blanc, tout noir, hein, mais voilà, c'est que des conseils. Exactement. Mais c'est pour schématiser et vous donner une ordre d'idée et vraiment que vous ayez ça dans la tête. Faites une liste de ce qui est hyper important pour vous, de ce qui est hyper important pour votre client idéal. Il y aura forcément des points communs. Relevez les points communs et c'est là-dessus que vous faites du contenu. Entre guillemets, du contenu pour vendre, pour trouver des clients. Encore une fois, si c'est juste du contenu pour vous faire kiffer, bah, piochez dans votre liste, il n'y a pas de problème. Ok. Du coup, je vais te demander l'erreur numéro 2 dans la création de contenu. Très bien. Bon, alors, du coup, je l'avais mis avant parce que pour moi, c'était important de vous parler du client idéal avant de vous parler de oui, c'est vrai, j'ai absolument pas pensé à la question du client idéal. Oui. Alors, c'est un peu plus large que le client idéal, mais pour moi, c'est quand même une grosse erreur, forcément, puisque pour moi, la communication, c'est une discussion. Oui, bah oui. Donc, si tu veux discuter, il faut être 2, au moins, minimum, sinon ça s'appelle un monologue. Et ça marche beaucoup moins bien. Ou alors schizophrénie. Aussi. Et du coup, mon erreur numéro 2, qui est peut-être l'erreur vraiment numéro 1 à faire attention, c'est de ne pas savoir à qui vous parlez. Et ça, c'est rédhibitoire. Il n'y aura jamais de résultat. Vous ne trouverez jamais de clients si vous ne savez pas qui sont vos clients et avec qui vous voulez travailler. Donc, effectivement, il y a ce point client idéal de base. Vraiment bien identifier votre client idéal. Et quand je dis connaître son client idéal, je ne parle pas de savoir si c'est une femme qui a entre 25 et 40 ans, qui vit à Paris. Ouais. On s'en
fiche. Il y a eu une année il y a eu une période comme ça avant Covid où les articles sur le client idéal c'était savoir combien il avait d'enfants, son âge, et moi ça m'a toujours, rebuté en mode genre pour être poli, je m'en fiche, j'allais dire autre chose, de son âge, de où est-ce qu'elle habite, c'est pas, voilà. Et maintenant, ouais, je vois, il y a une tendance on veut plus savoir l'âge, combien elle a d'enfants, enfin, sauf si on fait de la création de contenu, sauf si notre domaine c'est l'enfance, la périculture. Ouais. Voilà, j'avais péricultrice, mais non, du coup, métier. je vais y arriver. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, je vois beaucoup moins d'articles de blog sur la cible idéale où ouais, c'est l'âge, c'est combien elle a d'enfants, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle est célibataire, est-ce qu'elle a un chat, un chien. Alors ça peut être bien de l'avoir en tête parce que toujours quand on a une image très précise d'une personne, moi je sais que dans mon scénario de cliente idéale, donc dans le profil de ma cliente idéale, je lui ai donné un nom, je lui ai donné une situation, etc. Parce que du coup, ça me permet de la visualiser vraiment. Mais en fait, c'est pas ça l'important. Moi, les personnes qui me disent si, je connais mon client idéal, c'est une femme et elle fait tel métier. Bah d'accord, mais encore en fait, c'est quoi ses peurs? C'est quoi ses croyances limitantes? C'est quoi ses blocages? C'est quoi ses freins? Qu'est-ce qui lui donne envie? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Comment elle a envie de se sentir? Enfin, c'est qui l'humaine en fait, derrière, c'est pas juste des caractères sociodémographiques. Donc déjà, identifier avec vraiment précision son client idéal, vraiment connaître son client idéal, aller à sa rencontre et lui parler, arrêter de rester dans vos hypothèses, parce qu'en général, on fait son client idéal avec son regard. Oui. Je parle d'expérience. Tout ce que je vous dis, je l'ai fait comme bêtise. Et je le fais aussi, 2023, je me le suis mis en objectif, ça. Je vous dis pas ça en mode jugeante, etc. Je vous partage mon retour d'expérience, je l'ai fait. Donc voilà, vraiment à creuser à fond votre client idéal et aller à sa rencontre, c'est hyper important parce que vous verrez que ce que vous imaginiez, c'est peut-être pas forcément exactement la réalité. Encore une fois, je parle d'expérience. Pendant des années, j'ai essayé de vendre mes prestations de service à mon client idéal que j'avais imaginé, mais mon client idéal, en fait, il en avait rien à carrer. Parce que c'était pas du tout sa problématique, c'était pas du tout son besoin, il n'avait pas du tout conscience de ça. Et du coup, quand la personne n'a pas conscience de ce problème, ça va être très compliqué. Donc, bref, connaissez vraiment votre client idéal en détail, en profondeur, et vous allez voir que tout de suite, faire du contenu, ça va être beaucoup plus facile. Moi, mon contenu, 80% de mon contenu, il est fait à partir de mon client idéal et des discussions que j'ai, des questions qu'on m'a posées, etc. Dès que j'ai une discussion avec quelqu'un, pouf, je prends ma liste d'idées, je note. Ah tiens, elle m'a posé cette question. Ah tiens, il y a ça qui lui pose problème. Ah tiens, il y a ça qu'elle m'a dit. Hop, parce que s'il y a une personne qui pense ça, qui ressent ça, elle n'est pas toute seule. Donc vraiment bien connaître votre client idéal. Et le deuxième point sur ne pas savoir à qui vous parlez, parce que voilà, une fois que vous avez bien conscience de votre client idéal et que vous le connaissez bien, ce qui est important pour votre contenu, ça va être de connaître le parcours qu'il va avoir du moment où il vous découvre au moment où il est prêt à passer à l'action. Parce qu'on ne convertit pas une personne en 2 publications Instagram ou 2 articles de blog ou 2 épisodes de podcast. Ça peut arriver, je ne dis pas. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, une personne qui m'a découvert, boum, j'avais un atelier qui lui correspondait, elle a acheté. Très bien. Mais c'est très très rare, on va pas se mentir. Moi en 6 ans, c'est la première fois que ça m'arrivait. Il faut en général un peu plus de temps. Donc, dans votre contenu, il va falloir que vous fassiez du contenu qui parle à des personnes qui vous découvrent pour la première fois. Donc faire du contenu qui permet à des gens de vous découvrir, ce qu'on appelle du contenu d'acquisition. Donc faire du contenu un peu plus généraliste, qui va toucher des problèmes plus globaux pour qu'on vous connaisse. En tout cas, répondre aux problématiques que votre client idéal peut avoir, pour lesquelles il peut faire des recherches. Vous dire, ok, j'ai ce problème, comment je fais? Puis faites des recherches, il vous découvre, parfait. Ensuite, une fois qu'il vous a découvert, c'est bien. Maintenant, il faut créer du lien avec lui. Il faut qu'il ait confiance en vous. Donc, ok, comment je lui donne confiance en moi? De quoi il a besoin pour se sentir à l'aise, pour se sentir mieux, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle du contenu de confiance, de relation. Et enfin, qu'est-ce qui va lui donner envie de passer à l'action avec moi? Comment je le fais devenir client? Comment je le transforme d'audience à client? Et donc là, ça va être du contenu de conversion, du contenu, plus vous allez montrer les résultats, la transformation, les témoignages, le rassurer, etc. Mais c'est hyper important de vraiment connaître comment il se sent avant de vous découvrir, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir, de connaître, etc. sur votre domaine d'activité, et ensuite, comment vous pouvez le rassurer pour qu'il passe à l'action. Si votre contenu, il n'y a pas ces 3 étapes-là dans votre contenu, si vous faites que du contenu d'acquisition, par exemple, où c'est hyper large, c'est bien, vous allez avoir une grosse audience, mais elle ne passera pas à l'action.
Si vous faites que du contenu de confiance, c'est top, les gens ils vont vous adorer, votre audience elle va avoir ultra confiance en vous, mais elle deviendra jamais cliente. Si vous faites que du contenu de conversion, déjà ça va être compliqué parce que vous allez être en mode que panneau publicitaire, et puis il y aura pas de gens nouveaux qui vont arriver, il y aura pas de gens qui vous feront confiance. Donc il y aura pas de vente. C'est ça. Donc quand je vous dis savoir à qui vous parlez, c'est et connaître bien votre client idéal et connaître aussi les étapes qu'il va vivre avant de devenir votre client. Et l'accompagner. C'est votre boulot, avec votre contenu, de l'accompagner du premier pas qu'il fait avec vous jusqu'au, entre guillemets, dernier, quand il devient client. Après, c'est votre boulot de le faire kiffer la prestation avec vous. Oui, ça, c'est du customer care. Qu'il devienne ambassadeur après, ça, c'est l'étape d'après, c'est votre boulot de professionnel. Mais dans le contenu, ça va être hyper important que vous fassiez des contenus et d'acquisition, des contenus de confiance et des contenus de conversion. Les trois. S'il n'y a pas les trois, ça ne marchera pas. Encore une fois, tout est qu'une question de stratégie. Ça va être le slogan de cet épisode. Tout est une question de stratégie. Entre guillemets, Clémentine Lamotte. Il y a vraiment, je suis désolée, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Si vous avez envie de trouver des clients avec votre contenu et de vendre, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats si vous n'avez pas une stratégie de contenu solide en béton. D'après vous, les personnes les entrepreneurs que vous admirez et qui trouvent des clients grâce à leur contenu, vous croyez qu'elles font ça à la wall again, sans savoir ce qu'elles font, etc. Non. Elles ont une stratégie, elles savent très bien ce qu'elles font. C'est ça. Elles savent que dans 2 mois, il y a un truc qui sort, donc il faut qu'elles fassent du contenu avant d'acquisition, prospection, etc. Donc c'est pas j'ai une idée d'article de blog, je l'écris et le lendemain il est sorti. Non, c'est vraiment sur du long terme. Donc ne pas savoir à qui vous parlez, c'est vraiment vous mettre une balle dans le pied. Et c'est pas que parce que avoir son client idéal c'est très bien, mais encore une fois, si une fois que vous connaissez bien votre client idéal, vous faites pas du contenu qui mixe toutes les étapes pour le faire venir jusqu'à vous, jusqu'au bout, il ira pas jusqu'au bout avec vous. Donc ça c'est une grosse erreur que je vois aussi. Encore une fois, je parle d'expérience. Moi aussi, j'ai cette erreur-là de faire du contenu en mode de je parle de tout et de rien, je sais pas trop à qui je parle, je partage ce que j'ai envie de partager et puis on verra bien. Bon, on voit pas grand-chose. Hein. Mais en fait, je pense qu'on le fait tous, surtout quand on commence, parce que en tout cas moi pour ma part, parce que j'ai bossé sur ma création d'entreprise 1 an, voire 2 ans avant. Parce que j'ai fait un stage chez une freelance et j'ai dit c'est exactement ça que je veux faire. Et donc j'ai commencé à aller sur Pinterest bien avant le Covid, donc grand boom de la stratégie Pinterest, des articles de blog où il y a 25 millions de fois le même article de blog avec les mêmes Et en fait, je pense que au début tout le monde a fait ces erreurs-là parce que quand on commence, en fait, on essaye de voir qu'est-ce qui se fait. On voit que tout le monde fait de la stratégie de contenu. Il y en a une, elle sort 2 articles par mois, puis on voit qu'elle a beaucoup de clients. Tiens, je vais peut-être essayer de faire la même chose, 2 articles par mois ou 4. Et en fait, on essaye de copier sur ceux qui réussissent sans bosser soi-même sur sur la stratégie. Oui, et puis c'est la stratégie, ça va bien au-delà de combien de fois par semaine tu postes et sur quel canal tu vas poster. Tu vois, ça on l'a pas évoqué encore. Ça fait partie de la stratégie, mais ça vient tellement après. Et ça aussi, je vais pas en parler aujourd'hui, mais ça aussi c'est une erreur qui est très souvent de je veux être régulière ou je veux à tout prix poster souvent machin, etc. Mais sans avoir posé les bases. Moi, dans mon accompagnement de groupe, dans mon coaching de groupe, la partie organisation, combien de fois tu postes par semaine, etc., ça arrive à la fin. On fait ça après. Donc, poster 2 articles de blog par mois, oui, d'accord. Pour qui, pourquoi, comment, donc, c'est bien d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. C'est inspirant, etc. Ne copiez-collez pas une stratégie des autres, en fait. C'est pas parce que, moi, je poste, par exemple, 2 articles de blog par mois, 2 newsletters par mois, 3 à 4 posts sur les réseaux sociaux toutes les semaines, plus un live par semaine, qu'il faut faire la même chose. On n'a pas le même objectif, on n'a pas le même business, on n'a pas forcément envie d'y passer le même temps non plus. Donc, basez-vous sur vous. D'où l'importance d'avoir un contenu authentique qui vous ressemble. Parce que c'est aussi, pas que dans le fond, c'est aussi dans la forme. Du coup, 3e et peut-être dernière erreur, quoique du coup, ça fait 4 avec celle-là. Donc... Oui, si on compte un peu l'autre d'avant, effectivement. Alors, la dernière erreur, c'est une erreur qui va peut-être vous sembler compliquée. Enfin, en tout cas, je sais que ça bloque beaucoup et c'est une peur qui revient assez souvent de donner beaucoup d'informations dans votre contenu gratuit.
Je sais que c'est quelque chose qui fait peur et je le vois aussi avec mes clientes dans mon coaching de groupe. Il y a une leçon dédiée à ce sujet-là et voilà, j'ai une de mes clientes qui m'a dit merci parce que j'avais trop peur que en fait donner beaucoup d'infos dans mon contenu ça soit un frein à la conversion et du coup j'osais pas. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Plus vous allez donner dans votre contenu, plus vous allez permettre à votre audience d'avoir confiance en vous et de vouloir passer à l'action. Donc l'erreur c'est de faire du contenu qui est entre guillemets trop lisse, trop passe-partout, trop général, du contenu Wikipédia comme j'aime l'appeler, du contenu où vous êtes en mode je donne des descriptions, trucs que vous pouvez trouver partout, je mets pas mon âme dedans, tenez, débrouillez-vous avec cette liste d'informations et en fait qui est passe-partout et que tout le monde pourrait faire et qui ne reflète pas ni votre expérience, ni votre expertise, ni votre vision, ni vos valeurs, ni votre âme en fait. Et ça, c'est une erreur que je vois très très souvent et que voilà, encore une fois, je te le dis, je rencontre avec les membres de mon coaching de groupe de se dire non mais si je donne beaucoup d'informations dans mon contenu gratuit, les gens ils vont avoir ce qu'il faut pour faire tout seul et du coup ils vont pas devenir clients. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que votre contenu gratuit, aussi de bonne qualité soit-il, il y a un truc qu'il n'a pas, c'est vous. C'est-à-dire que les gens qui consomment votre contenu gratuit, oui, ils vont trouver des infos. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est en 2022, presque 2023. Alors, on enregistre, on est en 2022. Vous écouterez ça en 2023. Donc, on est en 2023. Je veux dire, sur Internet, tu trouves à peu près tout. Oui. Je pense que si je devais chercher comment changer une roue, je trouverais une vidéo YouTube pour m'expliquer comment changer une roue. J'ai pas le permis, je conduis pas, mais je pense que je pourrais trouver comment changer une roue. Donc, si tu veux, les infos, tu les trouves partout sur Internet. Donc, le fait que tu donnes de l'information, que tu montres ton savoir-faire, ton expertise, ça va pas empêcher les gens de devenir tes clients. Parce qu'au pire, ils auront trouvé l'info qu'ils ont besoin ailleurs. Par contre, leur donner des pistes, leur donner des clés pour qu'ils puissent faire tout seuls, qu'ils aient quand même des résultats grâce à ton contenu gratuit, ils vont se dire ah là là, trop bien. Clémentine, elle m'a aidée. Camille, elle m'a aidée avec son contenu. J'ai pu mettre ça en place, j'ai vu des résultats. Oh, mais qu'est-ce que ça serait si je travaillais avec elle, le bon que je pourrais faire. Et en fait, c'est exactement ça que vous devez faire ressentir à vos clients idéaux et votre audience quand vous faites du contenu gratuit. C'est que cette personne, elle se dise « Oh, non mais attends, si j'arrive à faire ça et avoir ce mini résultat grâce à cette publication Instagram, mais le bon que je vais faire si je travaille avec cette personne. » Parce que dans votre contenu gratuit, comme je disais, vous n'êtes pas là. Donc, vous n'êtes pas derrière la personne, vous ne pouvez pas lui faire des recommandations personnalisées, la soutenir, la pousser, la motiver, etc. Il y a aussi le problème que vous donnez beaucoup d'informations, mais vous les donnez pas forcément dans l'ordre et un peu dispersées. Ouais, c'est segmenté un peu. Etc. Donc, en fait, vous leur offrez des pièces de puzzle et puis vous leur dites voilà, ça c'est des pièces de puzzle. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Et t'as pas l'image ni rien, que dalle. Hein. C'est juste, voilà, ça c'est les pièces. Peut-être il va en manquer en plus. Débrouille-toi, tu vois. Donc forcément, la personne, ok, elle va peut-être mettre en place des petits trucs, elle va apprendre des choses, mais elle aura pas tout le chemin avec vous. Alors que votre offre payante, votre produit final, c'est les pièces du puzzle plus la boîte avec l'image. Et là, vous êtes sûr, il y a toutes les pièces. Vous avez la route pour arriver au bout, en fait. Le GPS, quoi, en fait. C'est pas juste, tiens. Donc, la destination, c'est ça. Tu pars d'ici. Il faut que tu passes par le point B. Bonsoir. Ouais, c'est les cartes des années 80 que t'as dans le coffre depuis déjà 25 ans. T'as pas de GPS, tu tombes en rade. Cette route-là, elle existait en 1980, mais maintenant, il y a plus de route. Mais ouais. C'est ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Donc il y a vraiment ça. Donc vous n'êtes pas là. Il n'y a pas vous. Il n'y a pas effectivement la facilitation de votre offre payante. Et le gros gain, c'est quand même le temps. C'est-à-dire qu'une personne qui va consommer votre contenu gratuit, qui va essayer par elle-même, c'est ok, hein, moi j'ai pas du tout de problème avec ça, j'ai plein de personnes dans mon audience qui essayent par elles-mêmes avec mes contenus gratuits parce que je donne assez pour qu'elles puissent avoir des clés et se débrouiller. Ok, essaye, pas de souci. Bon, ils vont y passer 6 mois, 1 an à essayer de bidouiller, tâtonner pour avoir des résultats alors que tu fais un coaching de groupe avec moi, ça dure 4 mois. En 4 mois, tu as une stratégie. En 4 mois, tu attires des clients. Bon, voilà, après, chacun, fait à son rythme ce qu'il a envie. Donc, votre contenu gratuit va donner plein d'infos. Et moi, j'ai absolument
aucun problème à donner beaucoup. Et je vous dirais même pas, il y a eu ce truc à un moment de dans le gratuit, tu dis le pourquoi et dans le payant, tu montres le comment. Non, en fait, moi, dans mon contenu gratuit, je vous donne aussi le comment. J'ai aucun problème avec ça. La preuve, voilà, tout ce que je Oui. vous partage, c'est qu'on Bah travaille oui, dans oui. Morphose et qu'on fait, tu vois. Donc vraiment, pas de rétention d'informations. Mais par contre, en fait, je vous donne des pièces que vous devez assembler tout seul. Je suis pas derrière vous. Je peux pas relire votre contenu. Je peux pas vous dire non, là ça marche pas. Ou je peux pas vous dire ok, c'est ça l'objectif. On va faire ça comme contenu. On va faire ça comme action pour t'y arriver. Voilà, comme une des membres de Morphose là. À l'arrivée à notre brainstorming mensuel de OK, mon objectif, c'est ça. Et je lui dis, OK, est-ce que tu as fait ça, ça, ça comme action? Non, OK, va falloir qu'on fasse ça, ça, ça comme action. Et on a mis ça, ça, ça comme action. Et c'était il y a 2 semaines et elle a déjà vendu grâce aux actions qu'on a mis en place. Mais voilà, c'est des choses que je pourrais pas faire avec mon audience qui juste lit mes contenus sur ma newsletter ou sur Instagram ou sur le blog. Donc, n'ayez pas peur de donner beaucoup. Et de montrer qui vous êtes et de montrer votre expertise parce que votre savoir-faire et vos connaissances, elles sont, j'ai envie de dire, presque universelles. Hein, vous n'êtes pas le seul à faire ce métier-là ou la seule à faire ce métier-là. Donc, l'information, on peut la trouver. Par contre, le passage à l'action, l'aide vraiment, ça se paye. Donc voilà, moi je peux trouver sur internet comment déboucher mon évier. Est-ce que je peux le faire? C'est une autre question. La réponse est non. Donc voilà, s'il y a un plombier qui me fait des articles de blog hyper précis, trop cool pour m'aider et pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Le jour où j'ai un vrai problème, où je me galère de ouf, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'appeler. Je vais pas chercher ailleurs, je vais l'appeler lui. Je vous donne l'exemple du plombier, mais voilà. Oui, non, mais c'est... Mais c'est pareil pour vous, en fait. Plus vous allez donner, plus la personne, elle va vous voir comme une experte, du coup, et se dire, ah là là, ok, trop bien. Vous allez rester dans sa tête, en fait, et elle va avoir envie de travailler avec vous par la suite. C'est tout bénef. Et pour votre audience, qui va quand même avancer toute seule de son côté, le temps qu'elle puisse travailler avec vous. Et vous, parce que vous allez être vue comme une experte, et le jour où elle aura vraiment besoin de vous, elle saura où vous trouver, elle passera à l'action. Et ça, c'est la magie de la création de contenu quand c'est bien fait, avec une stratégie, parce que vous attirez les bonnes personnes à vous et vous vendez sans forcer. Moi, aujourd'hui, 99, donc j'ai pas fait de vrai calcul, mais 99% de mes clientes, elles deviennent mes clientes parce que elles ont vu mes contenus, parce que mes contenus leur ont apporté quelque chose et qu'elles ont envie d'aller plus loin. Et c'est tout l'objectif, en fait, de votre création de contenu. Ouais. Tu vois, je rebondis sur ce que tu dis concernant un exemple, moi, qui me touche personnellement. Je fais du montage Premiere Pro, des fois un petit peu de After Effects pour mon projet de pause de 16 heures qui est dans le jeu vidéo, mais c'est vrai que je suis absolument pas dedans. Hein. Premiere Pro, je cut et c'est tout. Je veux dire, je fais pas d'animation. Et c'est vrai que je peux passer un nombre incalculable d'heures à chercher un tuto sur YouTube sur comment animer un texte sur After Effects, comment faire le rendu sur Premiere Pro. Et c'est vrai que quand je cherche des vidéos, déjà je cherche les vidéos les plus longues, alors pas celles qui durent 1 heure, mais au moins 20 minutes, parce que les tutos de 3 minutes, ça m'intéresse pas, parce que je veux comprendre en fait derrière, et je vois énormément de... Alors c'est des monteurs, des fois c'est des graphistes professionnels, hein. En fait, ils ont toute une chaîne sur comment faire ça sur Photoshop, comment faire ça sur Illustrator, comment faire les formes, comment détourer. Et c'est vraiment du tutoriel, quoi. Mais en fait, ils mettent dans leur description en bas, il y a la formation qui reprend ça plus en détail avec moi, mais où en fait la personne, elle va pas passer comme moi peut-être 1 semaine à cliquer sur toutes les vidéos où elle les met dans une playlist pour suivre en fait une formation sur YouTube. Elle achète la formation, je sais pas, 100 balles par exemple, et elle a tout mais dans un ordre précis en fait. Donc elle a le début et puis elle a la fin pour 100 €, plutôt que de passer son temps à dire ok, alors je crois que sur sa chaîne YouTube il y avait tel tuto, ah oui mais ce tuto là je l'ai pas compris parce que j'ai pas vu la tuto qui date d'il y a 3 ans. Et donc, en fait, surtout que maintenant, en plus, la plupart des gens qui font des formations les mettent régulièrement à jour. Donc, quand c'est par rapport à des outils, il y a la mise à jour qui est faite. Donc, c'est vrai que cette idée de dire, OK, mon contenu gratuit, je vais mettre beaucoup de choses dedans, beaucoup de valeur pour guider les gens. Les guides en article de blog, ça marche plutôt pas mal parce que c'est vraiment étape par étape. Mais dans mon contenu payant, en fait, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a moi. Et que tout est fait pour qu'il y ait un ordre chronologique
pour que ça soit le plus pertinent et le plus simple en fait. Parce qu'en fait, quand on achète finalement un contenu payant, ce qu'on veut, c'est gagner du temps, à pas perdre du temps à chercher tel article de blog parce que j'ai vu un guide sur ça, tel machin. Donc en fait, ça c'est vrai que j'avais eu un problème aussi avec ton contenu payant, c'est le pourquoi du comment, parce que moi j'ai tendance à donner beaucoup dans mes créations de contenu. J'adore donner, j'aime bien expliquer, j'aime bien aider. Et c'est vrai que cette idée de se dire, ok, mon contenu gratuit, j'ai tout donné, mais le contenu payant, en fait, ça sera juste, comme tu l'as dit, hein, un GPS. Je pars de chez moi, je vais dans ma destination de vacances, je passe par quelle route, je tourne à quel rond-point. Et je pense que c'est ça la différence. En tout cas, pour la plupart des créations de contenu maintenant et de création payante. Voilà. Ah oui, non, ça, et puis ça marche. Là, on parle de contenu, on parle d'offres, style de formation, etc. Mais ça marche aussi pour des produits. Oui. Alors, c'est un peu différent parce que du coup, l'idée, c'est de donner envie à la personne, voilà, d'acheter, d'avoir ce produit pour ressentir tel et tel sentiment. Mais c'est, entre guillemets, la même chose. C'est de montrer comment c'est fait, de montrer l'intérêt, de donner envie, de voir comment les gens ils se sentent en portant par exemple ce vêtement ou en ayant cet objet, etc. Je veux dire, Apple, ils nous vendent pas des outils, enfin ils nous vendent pas des ordinateurs et des téléphones. Ils nous vendent un mode de vie. Ils nous vendent une estime de soi. Ah, si tu as Apple, tu fais partie des gens cool, tu vois, entre guillemets. Et du coup, ça marche aussi pour les produits, c'est ce que je veux dire. Vous allez donner beaucoup de valeur, d'envie, de sentiment. En fait, faire ressentir quelque chose aux personnes qui vous lisent à travers vos contenus, que ça soit effectivement leur apprendre quelque chose de concret, de leur donner des conseils qui sont applicables, activables rapidement, ou de l'information, ou des émotions pour leur donner envie de passer à l'action. Mais voilà, tout ça, ça fait partie effectivement d'une stratégie globale. Vous voyez que dans une stratégie de contenu, c'est pas que alors je poste sur quel canal de communication et combien de fois par semaine je poste, et puis tenez, je vais réfléchir à mes thématiques de contenu. Je fais du web marketing, alors je vais parler de web, de marketing. Non, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Une stratégie de contenu, ça englobe beaucoup de choses, dont les 3 erreurs dont je viens de vous parler aujourd'hui. Du coup, durant tout le long de l'épisode, tu nous as parlé de ton coaching de groupe. Est-ce que tu as une offre ou un freebie, pourquoi pas, qui pourrait aider ton audience, mon audience, qui écouterait cet épisode de podcast dans son contenu? Si l'objectif de votre contenu, c'est de trouver des clients et de vendre, savoir ce que vous allez raconter, le faire en ayant confiance, en étant à l'aise dans ce que vous faites et ne pas vous forcer à faire du contenu parce qu'il faut absolument être sur Instagram. Non, vous aurez le droit de me dire j'ai pas envie d'être sur Instagram, ça ne me plaît pas. Je dirais d'accord, très bien, pas de souci. Et il y a Morphose, effectivement, mon coaching de groupe. Dans lequel on passe 4 mois pour reposer les bases de ton business. Déjà, pour moi, c'est important. Tu ne peux pas faire une stratégie de contenu si effectivement tu n'as pas ton positionnement, si tu n'as pas des offres, c'est compliqué de vendre, si tu n'as rien à vendre, si tu sais pas à qui tu t'adresses, etc. Donc, première étape, on repose les bases, on restructure ton business. Deuxième étape, stratégie de contenu. Donc là, tout ce que je vous ai dit dans l'épisode, plus effectivement les thématiques de contenu, les lignes édito, etc., etc. Ensuite, la bonne organisation qui vous va bien, pour pas s'épuiser, pour trouver le bon rythme pour vous et pas vous obliger à faire X articles de blog ou X publications sur Instagram alors que vous pouvez concentrer que 2 heures de votre temps sur votre contenu. Ça ne va pas fonctionner. Et enfin, dernière étape, c'est la partie statistique. C'est pas drôle, c'est pas fun, mais c'est important de faire le point sur ce qui se passe pour prendre les actions, adapter et ajuster tout ça. Donc voilà, Morphose, c'est vraiment 4 mois de coaching de groupe, 15 personnes maximum, pour travailler ensemble. On se voit 1 fois par semaine. Vous avez des vidéos avec la théorie et les leçons à suivre en autonomie à votre rythme. Et du coup, 1 fois par semaine, on se retrouve pour avancer, pour vous débloquer, etc. Moi, je suis là au quotidien pour vous aider. Je suis votre parachute. Il y a une communauté sur Discord avec toutes les anciennes membres de Morphose. Donc, on est plus d'une vingtaine. Où on est là, on se soutient, on discute ensemble. Moi, je relis vos contenus, je réponds à vos questions. Je suis là vraiment au quotidien pour vous, et après ces 4 mois, vous avez accès à Morphose à vie et au contenu, donc aux leçons, aux masterclass experts, etc., à tous les bonus que je peux ajouter au fur et à mesure, et bien sûr à la communauté d'entrepreneurs qui est au top. Elles sont géniales, mais je dis ça
Je dis ça en toute, les membres de Morphose, c'est les meilleurs. C'est tout. Ok. Du coup, est-ce que Morphose est en entrée libre ou est-ce que tu as des périodes d'ouverture et de fermeture? Donc, comme c'est un coaching de groupe, il faut bien qu'on commence en même temps et qu'on termine en même temps. Donc oui, il y a des fermetures et des ouvertures. Donc là, à l'heure où vous écoutez l'épisode, les portes sont ouvertes jusqu'au 23 janvier. Vous pouvez vous inscrire. Donc pour vous inscrire, il faudra d'abord passer par un appel avec moi pour qu'on fasse le point, savoir si ça peut vraiment vous convenir et si ça peut être adapté à vous. Voilà, si ça vous va, vous rentrez, pas de souci. Et sinon, la prochaine, ça sera en juin. Je n'ai pas encore défini totalement la date, mais ça sera début juin, jusqu'à du coup octobre, parce qu'il y aura le mois de pause en août. Et puis ça sera tout, il n'y en aura que 2 cette année. Donc c'est soit maintenant, soit au mois de juin. Soit au mois de juin. Ok. Et du coup, voilà, c'est tout en tout cas pour aujourd'hui au niveau des erreurs fréquentes lors de la création de contenu, plus pour vendre que pour du lifestyle, j'avais pas précisé. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Clémentine? J'allais dire partout, mais oui. Non, c'est pas vrai. Du coup, je suis sur Instagram, donc Clémentine Lavotte. Je suis aussi sur LinkedIn, Clémentine Lavotte. J'ai un site, Clémentine Lavotte. Mais en vrai, il faut taper Clémentine Lavotte, vous devez me retrouver assez facilement. J'ai pas de pseudo, voilà. Donc j'ai un site avec un blog. Voilà, venez sur Instagram, me parler, m'envoyer des MP. Moi, j'aime bien discuter avec les gens, donc je ne mords pas. Venez, n'ayez pas peur de m'écrire. Je le dis parce qu'à chaque fois, on me dit « je n'osais pas t'écrire ». Je ne mords pas. Venez m'écrire, c'est vous. Elle est adorable, Clémentine. Il faut aller lui parler. Elle est adorable. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, si vous écoutez cet épisode et que vous avez des questions après cet épisode, envoyez-moi un MP sur Instagram, il n'y a aucun problème. Et puis après d'Instagram, vous avez tous les liens pour aller sur mon site, mon blog, Morphose, tout ça. De toute manière, je mettrai tous les liens, notamment le lien pour prendre rendez-vous, il faudra que tu me l'envoies, pour prendre rendez-vous directement avec toi pour Morphose. Je le mettrai aussi dans l'article récap, dans l'épisode. Donc voilà, il y aura les liens dans tous les cas. Voilà, il y aura tout, comme ça, il n'y a plus aucune excuse. Du coup, quant à nous, enfin moi, on se retrouve pour un prochain épisode de la Pause Café, ou alors directement sur Instagram, @camille.davidp15. Salut! Salut Camille!